Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de la légende arthurienne et du monde arthurien. Je vais vous montrer quelques ressources, quelques livres, soit des vieux livres que j'ai depuis un petit moment, soit des nouveaux que j'ai achetés puisque je suis allée pendant ces vacances, pendant les grandes vacances, faire un tour autour de justement de la forêt de Brocéliande, dans la forêt de Brocéliande. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir quelques photos. Et puis aussi en Normandie. Et voilà, c'était très chouette. Mon compagnon n'était jamais allé en Bretagne. Et puis moi, j'y suis allée beaucoup puisque j'ai une partie de ma famille qui habite en Bretagne. En fait, je suis originaire, mon papa est originaire d'à côté de Rennes. Donc, je trouve que le monde arthurien est ultra intéressant et passionnant parce que il pose un certain nombre de questions. Et aussi, il est apparu dans des périodes, en tout cas, il y a pas mal de textes qui sont apparus dans des périodes où il y avait pas mal de questionnements qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, on le voit encore beaucoup à travers les productions littéraires actuelles de séries ou de films. C'est un univers qui est encore aujourd'hui inspirant. Et donc voilà, je trouve très chouette et je sais que beaucoup d'entre vous sont aussi passionnés par cette légende arthurienne, juste voilà, en regardant des films, en regardant aussi des livres, des histoires, on est beaucoup à avoir lu Les Brumes d'Avalon. Il y a pas mal de productions, on va dire, contemporaines qui s'appuient sur ces légendes arthuriennes, qui ne sont pas des légendes. Il n'y a pas une légende arthurienne, il n'y a pas une histoire qui fait référence, il y a plein de légendes. Il y a plein de choses qui ne sont pas forcément cohérentes. On a des visions des personnages et des histoires des personnages qui ne sont pas les mêmes en fonction des auteurs, en fonction des époques. Et donc, je trouve vraiment passionnant. Alors, au niveau de ce qu'on peut trouver en littérature, au niveau des livres, sur la littérature de référence, il y en a déjà beaucoup qui ont été écrits au Moyen-Âge. Alors, certaines à partir d'histoires orales qui se racontaient au 6e siècle, 5-6e siècle, et puis d'autres avec des apports des auteurs du Moyen-Âge, donc entre le 11e et le 15e siècle à peu près. Donc on a toute cette littérature-là qu'on peut retrouver à travers des écrits en français, par exemple de Chrétien de Troyes, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la collection de Flammarion, et donc par exemple ici c'est le Chevalier au Lion que je trouve passionnant, dans lequel on a à chaque fois donc le texte. On a le texte en français d'aujourd'hui et puis le texte en ancien français. Et moi, ce que j'aime, c'est pas forcément le texte en ancien français, c'est toutes les petites notes qui ont été rajoutées au fur et à mesure et qui expliquent un petit peu certains mots particuliers ou un contexte. Et franchement, je trouve cette collection, si vous avez envie de lire Chrétien de Troyes, elle est vraiment très chouette. Sachant que il y a une écriture, une façon d'écrire, une façon d'exprimer les choses qui est très moyenâgeuse, même si c'est en français contemporain. Et donc, il faut le temps de se mettre dans le bain. Mais moi, j'ai beaucoup aimé celui-là. C'est celui que j'ai préféré de Chrétien de Troyes. Donc, de Chrétien de Troyes, il y en a 4 qui sont liés au monde arthurien. Donc, il y a le Chevalier au Lion. Et puis, alors, j'ai pas ces versions-là ici. Mais il y a Lancelot ou le Chevalier de la Charrette, qui est très chouette aussi. Où on a une vision de Lancelot qui est un peu différente de celle qu'on peut voir dans les films. Et puis Perceval ou le Comte du Graal. Perceval, c'est un peu le héros principal. Ça a été le héros principal pendant pas mal de temps. Et il a été remplacé après un petit peu beaucoup par Lancelot, et notamment dans les productions contemporaines. Mais Perceval, c'est quand même, je trouve, un héros qui est extrêmement touchant.
Et donc, tout ça pour dire que vous pouvez aussi récupérer, ils viennent d'Emmaüs, des extraits en fait de ces classiques de Chrétien de Troyes pour 1 € pour pouvoir lire des extraits. Et puis, bon, il y a c'est fait de façon je crois que c'est pour le collège, donc c'est assez simple. Mais vous avez quand même les grands thèmes, et puis vous pouvez accéder au texte, la façon dont il a été écrit à l'époque. Donc ça, c'est pour Chrétien de Troyes. Alors c'est très chouette parce que alors ça a été un des premiers écrivains en langue, en ancien français. Donc c'était voilà, moi j'aime beaucoup, et je conseille. Dans le Chrétien de Troyes, il y a un côté un peu, enfin c'est pas un peu, il y a vraiment le côté conte qu'on retrouve. Donc on a tout ce côté, oui, de conte de fées, qui est très intéressant. Alors ça, c'est Chrétien de Troyes. Après, au niveau, il y a les laits de Marie de France. Donc ça, c'est un vieux bouquin que j'ai pareil depuis longtemps. J'aime beaucoup l'écriture de Marie de France, et donc il y a le lait du chèvrefeuille, avec donc l'histoire de Tristan et Iseult. Donc voilà pour une autre référence. Et puis récemment, je me suis acheté la version de Thomas Malory. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai trouvée en Bretagne, à Brocéliande, enfin à Pimpon. Donc cette version-là, c'est celle qui a été beaucoup utilisée par les anglo-saxons pour produire les films. Donc voilà, on a une vision de Guenièvre et une vision de Lancelot, qui est très, oui, qui est très proche de ce que l'on connaît à travers les films, avec le côté très chrétien, en fait, la partie très chrétienne, et l'histoire de... comment dire, l'histoire entre Lancelot et la reine Guenièvre, elle est vue de façon différente en fonction des auteurs, et donc on a le côté adultère ou pas en fonction des auteurs, ou plutôt le côté de l'inspiration et de l'amour courtois, plutôt donc dans les textes de Chrétien de Troyes. Donc là, c'est plutôt donc la fin du Moyen-Âge, donc on a plus le côté chrétien avec l'adultère, et le fait que Lancelot ne va pas pouvoir accéder au Graal parce que il y a cette idée d'adultère avec Guenièvre, chose qu'on ne retrouve pas par exemple dans le Chevalier de la Charrette. On n'a pas ça, c'est plus une sorte de dévotion et un idéal, et Guenièvre représente cet idéal. Donc voilà, et alors ça c'est un gros bouquin. Alors déjà, vous voyez, il est gros, et en plus il est écrit sur du papier, un peu comme les papiers de Bible. Je crois qu'il y a 900 pages, 1000 pages. Voilà, donc il est long à lire, mais il est aussi assez chouette, surtout qu'il correspond à une partie de ce qui est raconté à travers les films. Et puis c'est aussi, je crois, si vous allez à Brocéliande, c'est à partir de ce livre-là que les histoires sont racontées, enfin qu'une grosse partie des histoires sont racontées par les conteurs qui sont sur place. Donc voilà. Hop. Alors ensuite, j'ai pas mal acheté de bouquins aussi qui sont qui sont contemporains, d'auteurs contemporains, et qui sont soit une façon de raconter les histoires, soit voilà, des gens qui sont inspirés du monde, ou alors une analyse. Et le premier bouquin que j'ai acheté, c'est celui-là, que j'ai trouvé d'occasion, qui est magnifique. Ça s'appelle La légende du roi Arthur. Il a été écrit par John Matthews, et les illustrations sont vraiment très très jolies. Comment est-ce qu'il s'appelle l'illustrateur ? L'illustrateur, c'est Pavel Tatarnikov. C'est super beau.
vous montre deux, trois voilà, le sommaire. Vous voyez un petit peu le style. Hop. Alors c'est une vision de la légende arthurienne de John Matthews. Honnêtement, au niveau du texte, je l'ai pas trouvé. Enfin, il y a des histoires, voilà, il y a des histoires qui sont racontées. Je préfère d'autres livres, mais par contre, au niveau illustration, je le trouve juste vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Ça fait un peu. J'aime bien ce style, ça fait un petit peu moyenâgeux. Donc il y a des bouts d'histoire, il y a des morceaux d'histoire. Donc il y a une partie sur Arthur d'Albion, il y a une partie sur les Dames du Lac, sur les créatures magiques. En fait, ce sont des petits morceaux de légende arthurienne. Donc si vous connaissez rien, je trouve que c'est pas forcément facile d'accès. Mais bon, voilà, le livre est ultra, ultra joli. Alors ensuite, j'ai aussi acheté cet été le livre secret de Merlin. Donc c'est un livre illustré avec de super jolies illustrations. Je vous montre. J'aime beaucoup le contenu du livre. Il est super intéressant. C'est pas juste un livre illustré. Alors ça, c'est une illustration qu'un ami m'avait envoyée. Du coup, j'étais contente de la retrouver. Donc c'est pas, c'est plus. On a beaucoup plus que juste des jolies illustrations et des morceaux d'histoire. Par exemple, là, on a ce qui nous reste de la civilisation celtique. Le lac de Compère, c'est en fait un livre qui a quand même été fait autour de la Bretagne armoricaine. Et voilà, il y a la fontaine de Barenton, où est-ce qu'elle est située, etc. On a des données historiques, on a des données, voilà, une civilisation uniquement orale, les pierres aux fées, la médecine magique, l'immortalité, la guenièvre historique. Donc il y a pas mal de choses et honnêtement je le trouve, je trouve que comment dire, il y a un chouette travail d'illustration et un chouette travail d'écriture au niveau de la transmission de savoir. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce livre. Hop. Après, qu'est-ce que j'ai J'ai acheté aussi, non, j'ai craqué sur les livres. Les éditions Ouest France font des chouettes publications, notamment liées aux traditions locales. Et donc, j'ai pris celui-là. Il y a pas mal de... Oui, les deux sont deux. Donc, il y a celui-là, Mythe et réalité, histoire du roi Arthur. Donc, pareil, avec plutôt des illustrations d'époque, pas mal d'infos. Que je trouve chouette sur les aventures arthuriennes. Voilà, on a Lancelot et Guenièvre avec des reproductions de tableaux. Voilà, j'aime bien, je le trouve bien écrit, je le trouve bien illustré, bien simplifié en fait. Et puis j'ai pris aussi celui-là. Alors en fait celui-ci je l'ai pris parce que il y avait des enluminures que je trouve jolies et que j'avais envie de reproduire. Donc c'était l'occasion. Donc celle-ci elle est jolie. C'est voilà, on a le roi Arthur sur l'illustration. Et puis c'est pareil. Alors celui-là il est encore plus court. On a le sens de la légende, donc aussi des interprétations contemporaines sur la légende, quelques noms arthuriens. Alors celui-là il était fait, c'est un peu c'est le petit livre, et puis après on a la version un peu plus grosse, et puis il y en a plein d'autres qui sont, j'avais envie de tout acheter, mais bon. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Peste et épidémie au Moyen-Âge, À la table du Moyen-Âge, La fête au Moyen-Âge, Au feu les hérétiques. Donc il y en a plein qui sont très chouettes. Je vous invite, hein, si jamais vous allez en Bretagne, à aller aussi dans les petites librairies qui sont autour des sites.
pour regarder cette collection-là. Elle est vraiment bien faite. Hop. Alors, ensuite, bon, après, il y a... Ça, c'est un peu une référence à l'univers féerique d'Édouard Brazet. Donc, il n'y a pas que l'univers arthurien, loin de là, mais il y a quelques endroits où on a des infos sur l'univers arthurien et la vision d'Édouard Brazet, qui a une vision un peu historique et beaucoup mythologique et poétique. Donc, voilà, c'est un auteur que j'aime bien. Donc, je me suis offert aussi toute la Bible. J'ai plusieurs bouquins de lui, dont des bouquins illustrés, mais celui-là, c'est vraiment juste une sorte de dictionnaire. Hop. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors après, des livres plus contemporains. D'ailleurs, il m'en manque un. Alors, il y a un livre de Georges Bertin qui est sur la chevalerie, qui est intéressant. Qui s'appelle De la quête du Graal au Nouvel Âge, donc qui présente la chevalerie, les valeurs de la chevalerie et la chevalerie aujourd'hui, avec, voilà, il fait partie d'un ordre de chevalerie contemporain, un ordre, oui, et voilà, donc il parle des symboles, la fonction éducative du symbole et du mythe chevaleresque, l'efficacité du symbole, donc il y a pas mal de choses. Et donc celui-ci, il est vraiment axé sur la chevalerie et donc sur la quête du Graal avec la signification de cette quête du Graal. Alors j'en ai un autre qui n'est pas avec cette vision de chevalerie, mais avec une vision psychologique qui s'appelle La légende du Graal, qui est passionnante, qui a été écrite par Emma Jung au départ, donc la femme de Jung, et par Marie-Louise von Franz, qui était aussi une collaboratrice de Jung. Et donc là, on a tout un travail avec l'animal animus et avec cette lunette, cette vision de la légende du Graal, qui est donc une vision de psychanalyse. J'ai adoré. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup. Enfin, j'ai pas mal travaillé dessus. J'ai souligné pas mal de choses. Bon, faut être intéressé par la vision psychanalytique. Il faut connaître un petit peu. C'est pas un livre pour les novices, des gens qui connaissent pas du tout. Mais si vous connaissez un petit peu le travail de psychanalyse avec les notions d'anima, d'animus, je trouve que c'est un livre qui est précieux et qui est... alors je pensais qu'il allait être compliqué à lire et je l'ai trouvé assez simple. L'écriture en tout cas est très facile. Enfin, comment dire, la façon d'écrire est très accessible. Voilà. Après, il y a des notions qui sont un peu plus complexes qu'il faut connaître. Mais le style d'écriture est vraiment chouette. Alors Emma Jung, elle est morte en 1955 et Marie-Louise von Franz est morte en 1998. Et j'ai tellement aimé leur travail que je me suis commandé celui sur les contes de fées pour continuer à travailler à partir de leurs recherches, parce que je trouve vraiment ça passionnant. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ah oui, alors ça c'est un gros bouquin et justement l'écriture est plus complexe, mais il y a plein de choses passionnantes. Donc ça je suis en train de le lire, j'ai pas terminé. Ça s'appelle Initiation médiévale. Alors c'est intéressant parce qu'on comprend et on pénètre en fait le monde médiéval du XIIe siècle, la philosophie du XIIe siècle, et que ce soit au niveau justement des histoires qui ont été écrites dans ce monde arthurien, ou comment dire, les bases aussi alors ça c'est le XIIe siècle, donc le tarot est arrivé un peu plus tard, mais on a aussi des clés de compréhension et ça permet de se plonger dans aussi nos racines médiévales, puisqu'on est aussi influencé par ça au niveau de notre inconscient collectif. Et on voit comment dire, que dans ce monde médiéval, il y avait
une pensée philosophique qui était très développée même, et qui était passionnante. Donc c'est un livre, donc c'est sa initiation médiévale de Marie-Madeleine Davy. Donc un gros pavé avec un style d'écriture assez, je trouvais assez complexe, mais un contenu que je trouve très riche. Donc avis aux passionnés. C'est vraiment un livre intéressant. Donc Marie-Madeleine Davy, c'est une historienne et une philosophe française qui est aussi décédée en 98 et qui s'est spécialisée dans la théologie et la mystique médiévale. Voilà. Je vais vous lire derrière. La philosophie du XIIe siècle puise sa connaissance dans l'ordre du cosmos, la beauté de la nature et plus encore dans le livre du dedans. Donc on est sur un travail intérieur. Mais le philosophe est aussi un voyant. Inspiré, il prophétise. Philosopher, c'est avant tout imiter le Christ philosophe, mener une vie d'ascète qui, à son sommet, rejoint l'état angélique. Il ne s'agit pas d'envisager la philosophie comme une spéculation ou un savoir, mais de l'introduire dans l'existence quotidienne. Donc vous voyez, c'est vraiment passionnant. Donc ça, c'est le dernier livre que je voulais vous présenter rapidement. Alors ensuite, au niveau des jeux, il n'y a pas grand chose, j'ai rien trouvé en français qui soit encore édité. Il y a le tarot arthurien, l'Arthurian Tarot de Kathleen et John Matthews, qui est illustré par Miranda Gray, qui est intéressant, qui est très axé sur le monde celte et moins sur le monde chrétien. Oui, un peu moins sur le monde chrétien. Donc on retrouve en fait tout le travail et la passion de Kathleen et John Matthews pour le monde druidique. Donc voilà, c'est leurs lunettes à eux. Donc il y a je l'ai en anglais. Le tarot est pas, le tarot est joli, mais la qualité est pas terrible. Hein. C'est un ancien. Alors ça, c'est la version en anglais. C'est voilà les anciennes façons de faire. Regardez le dos. Voilà, il est il fait très plastique. Donc voilà, il est joli, mais moi j'aurais aimé avec j'ai été déçue quand je l'ai reçu, j'aurais aimé avec des illustrations beaucoup plus grandes, sans bord. Et donc voilà, c'est pour dire que j'ai pas été subjuguée par le tarot, enfin par les cartes en elles-mêmes, mais j'aime beaucoup le travail des Matthews, donc j'aime bien cette vision des Matthews qui est aussi présente dans l'oracle de Camelot, où là on travaille avec des archétypes, c'est-à-dire dans l'oracle de Camelot, c'est pas du tout c'est pas tellement un jeu divinatoire, donc c'est plus un jeu, je vais vous montrer, où on a des personnages essentiellement et je vais vous montrer, hop, et aussi toutes des cartes qui sont pas très jolies en bleu et blanc. C'est pareil, j'aurais préféré avoir les cartes en couleur, mais avec des illustrations sur les cartes de couleur qui sont super jolies, qui sont faites par, comment il s'appelle, Will Worthington. Donc voilà, on a des personnages. Regardez comme elle est belle, Guenièvre. On a des personnages, la vision des personnages de John Matthews. Et on va travailler en fait comme un... Enfin, je trouve que c'est plus un jeu pour une invitation à la méditation et au travail personnel, avec à chaque fois donc un aspect qui va être représenté par le personnage. Mais il y a pas mal de personnages qu'on ne connaît pas.
qui sont pas très connus dans le monde, on va dire, classique. Donc voilà. Mais à chaque fois, il replace en fait son personnage dans le contexte, donc ça c'est bien. Et après, on l'a soit en champion, soit en challenger, le personnage, et puis une proposition de méditation. Donc c'est, voilà, à nouveau plus un jeu pour... je vais vous montrer un peu plus tous les personnages, mais plus un jeu pour faire du travail personnel qu'un jeu où voilà, on le reçoit et on travaille tout de suite avec et on veut avoir l'énergie de la journée ou ou pire encore ce qui va se passer demain. Je trouve moins adapté. C'est voilà, quelque chose de plus longue haleine et puis avec des personnages qu'on connaît pas forcément. Et voilà. Et le jeu n'existe qu'en anglais d'ailleurs. Donc avec ces lunettes celtes de John Matthews. Mais moi, je suis contente de l'avoir parce que je le trouve vraiment joli. Et puis c'est mon chéri qui me l'a offert avant sur le chemin sur le trajet pour aller en Bretagne. Donc voilà, comme ça vous aurez je vais un petit peu vite. Mais j'aime beaucoup l'art de Will Worthington. Les couleurs, donc voilà, il y a je sais pas si vous voyez bien les titres. Donc ça permet aussi de découvrir, hein, voilà, Uther, donc ça c'est bon, on connaît. Et ça demande un petit peu plus de travail. Je pense que si on prend ce jeu-là et qu'on ne travaille pas du tout autour de la légende arthurienne, c'est dommage. Et c'est un jeu qui va finir pas forcément être utilisé et finir dans un placard. Donc voilà, si il vous intéresse, prenez le temps de lire un petit peu plus que ce qu'il y a dans le livre. Donc voilà. Après, alors, ce qui est complexe et en même temps intéressant dans la légende arthurienne, c'est qu'elle puise ses sources dans le monde du 5 ou 6e siècle, où on avait un monde qui, en Grande-Bretagne, Bretagne et Grande-Bretagne, était un monde assez passionnant parce qu'il y a eu ce brassage de cultures et brassage de culture, brassage au niveau des religions. Donc il y a eu la rencontre entre les Saxons et les pays anglo-saxons, on va dire, d'aujourd'hui, et les Vikings qui sont arrivés, donc les pays du Nord, qu'on appelle aujourd'hui Vikings, mais bon voilà, les Danois, etc., qui ont envahi, donc qui étaient des païens, et le monde chrétien qui était encore... il y avait encore beaucoup de traces et beaucoup de traditions qui étaient liées au monde païen. Donc, d'ailleurs, Merlin, c'est un personnage très intéressant puisqu'il représente en fait le lien entre... le basculement entre le monde païen et la chrétienté. Et cette légende arthurienne aussi, pour ça, elle est hyper intéressante. Donc voilà, il y a pas mal de... Il y a beaucoup de matière et il y a plein de façons de regarder cette légende arthurienne, ces légendes arthuriennes, tous ces écrits. Et pour moi, on n'a pas fini d'écrire dessus, on n'a pas fini d'inventer, d'écrire de nouvelles histoires, de continuer les histoires de héros, parce que c'est comme ça qu'elle a été créée, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des traditions orales qui ont été reprises par des traditions écrites avec des suites qui ont été imaginées. Les traditions orales étaient basées sur des contes, mais aussi sur peut-être des personnages existants. Hein, il y a plusieurs théories historiques, mais voilà, une des théories, ce serait qu'il y a certains personnages qui ont influencé la légende qui auraient existé. On a tout le monde celte qui a été qui a nourri en fait cette légende, et notamment le Graal, qui pourrait être inspiré du chaudron des Celtes.
Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à travers donc ce que les historiens ont pu supposer, puisqu'il y a peu de traces, hein, il n'y a pas de traces écrites du 6e siècle de ces périodes-là. Les traces écrites, on commence à les voir donc au 11e siècle. Et après, donc tout ce qui a été fait, et avec toute l'addition comment dire, du monde du Moyen-Âge, de la fin, milieu, fin du Moyen-Âge, plus les additions actuelles avec une façon de voir plus psychologique, une façon de voir plus chevalerie d'aujourd'hui, qui est, voilà, que je trouve qui est passionnante. C'est un peu comme un monde ouvert avec la possibilité de faire plein de choses. Et d'ailleurs, il y a des auteurs qui ont raconté les histoires avec la façon à eux de les percevoir, avec comment dire, leur esprit d'homme moderne ou de femme moderne, et qui est aussi passionnante et que je trouve moi aussi dans cette tradition. Donc pour moi, c'est pas tout ce qui a pu être réécrit, c'est aussi de la littérature qui est intéressante et qui apporte quelque chose avec une touche moderne. Donc voilà, avec des préoccupations modernes. Voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment un monde très très chouette avec plein de choses à découvrir. Je pense qu'on peut travailler sur la légende arthurienne toute sa vie sans en avoir fait tout le tour. Et j'espère voilà, que je vous ai donné quelques ressources en fonction de votre personnalité. Voilà, je vous embrasse tous et puis je vous souhaite une belle rentrée. Je vous ferai aussi une vidéo de rentrée bientôt. À bientôt!